Eh bien, je suis très honorée et très contente de recevoir nos deux historiennes ce matin parce que vraiment, ce sont des personnes tout à fait remarquables l'une et l'autre. Euh, Danielle, évidemment, je la connais depuis très longtemps puisqu'elle a commencé par faire de l'histoire de la médecine. Elle a travaillé sur les chirurgiens de marine en Bretagne au XVIIIe siècle. Mais ensuite, elle s'est beaucoup intéressée à toutes sortes de sujets extrêmement pointus et curieux, comme le problème de l'amour pendant la guerre. Et ici, donc, ce livre sur cette affaire des époux Bach, que, évidemment, comme beaucoup d'autres gens, je ne connaissais absolument pas. Quant à Annette Wieworka, bon, je ne sais pas si on peut encore la présenter. Elle est extrêmement connue et elle est connue surtout pour ses travaux sur la solution finale, sur les camps. Et donc, j'étais aussi très étonnée en voyant qu'elle s'était intéressée à un tout autre sujet qui est donc ce problème des origines de la loi de 1967 sur la contraception. Effectivement, si on a beaucoup parlé du procès de Bobigny pour la loi Veil sur l'IVG, on n'a jamais, à mon avis, entendu parler de cette affaire des époux Bach dans la genèse de la loi de 1967 sur la contraception. Donc merci vraiment à ces deux historiennes d'avoir fait ce travail précis, minutieux, de retracer cette généalogie et cette histoire tout à fait poignante de cette famille d'ouvriers de Saint-Ouen qui avait trop d'enfants. Merci. Donc voilà, je vous donne la parole. Bon, je vais commencer. Mais merci. Alors, Marie-France, je fais juste un petit rectificatif. Oui. C'est-à-dire que c'est pas qu'on n'en avait jamais entendu parler de cette histoire des époux Bach. C'est qu'il y avait quasiment dans tous les ouvrages qui traitaient de la loi Neuwirth, toutes les origines de la loi Neuwirth, ou du mouvement des femmes, ou du mouvement féministe, il y avait une ou deux phrases disant que l'affaire des époux Bach, sans plus de précision ou de détails, avait été un déclencheur. Alors, nous qui lisions ces ouvrages, nous nous sommes demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de déclencheur? Qui sont ces époux Bach? Et les différents ouvrages reprenaient d'une façon ou d'une autre ces deux phrases. Alors un peu, parfois on disait c'est une affaire d'infanticide, parfois on disait c'est une affaire de maltraitance, c'était pas clair. Et comme nous sommes curieuses, on s'est dit que ce serait intéressant de savoir vraiment qu'est-ce que c'était que cette histoire des époux Bach. C'est comme ça que ça... Donc c'est un petit rectificatif. On n'en avait jamais entendu parler, mais il y avait des petits cailloux disant qu'il fallait peut-être s'y intéresser. Et donc, c'est ces petits cailloux que nous avons pris pour essayer de comprendre. Ça, c'est le début. Tu veux rajouter? Oui, j'ai envie de faire un tout petit rectificatif sur moi, vous m'en excuserez. Pardon. Mais en dehors des travaux qui me valent effectivement un peu de notoriété, j'ai commis une grosse 700 pages biographie du couple Thorez. Ah oui. Il s'appelle Maurice et Jeannette. Et dans cet ouvrage, j'ai fait un chapitre que j'ai intitulé « Les vices de la bourgeoisie », entre guillemets, parce que c'était une expression de Jeannette, qui m'avait très largement introduite au débat de 56, hein, donc le débat qui a juste précédé qui a succédé très peu au procès des époux Bach à cette question-là. Donc, c'était pas aussi inattendu. Enfin, pour vous, c'est inattendu. Pour moi, et je pense, pour Daniel, ça l'était pas totalement. Bon, on peut peut-être préciser que Jeannette, c'est Jeannette Vermersch, l'épouse de Maurice Thorez. Peut-être pour les gens qui ne sont pas absolument au courant
de cette histoire, oui, et qu'elle a Ça longtemps… dépend de l'âge des participants. Au-dessous de 60 ans, non. Au-dessus de 70, peut-être. Voilà, et elle a longtemps résisté à l'idée qu'on pouvait donc faciliter la contraception pour les femmes. Donc, elle a joué un rôle non négligeable, je pense, oui. Voilà, donc ça, c'est le point de départ. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des époux Bach? Alors, à partir de ce moment-là, on a cru que ce serait assez simple de retrouver l'histoire et de la raconter. Parce qu'on savait qu'il y avait eu un procès, c'était aussi dans les 2-3 lignes qui leur étaient consacrées dans les différents ouvrages. Et donc, on s'est mis en quête des archives du procès pour connaître l'affaire. Or, il s'est avéré, ça on le raconte à la fin du livre, on a appelé ça journal d'enquête parce que ça nous a beaucoup amusé d'essayer de raconter tous les avatars qui nous sont arrivés et le jeu de piste un peu compliqué pour trouver les archives. Et donc, on s'est mis en quête de ce dossier qu'on n'a pas trouvé. Et d'une certaine façon, ça nous a un peu aidé parce que le temps de la recherche de ce dossier, qui était essentiel pour comprendre qui était cette famille, pourquoi ils ont été condamnés, qu'est-ce qui leur est arrivé, ça nous a obligés à chercher autour, dans beaucoup d'endroits, d'autres auxquels on n'avait pas pensé pour essayer de comprendre cette famille. Donc, on en était là et peut-être maintenant, c'est le moment de présenter la famille. Oui. Ça vous va? Peut-être aussi un tout petit détail qui n'en est pas un et qui explique aussi un peu notre attelage, c'est que Daniel, avec un de nos collègues et néanmoins amis, Fabrice Virgili, avait écrit cet ouvrage que certains d'entre vous ont peut-être lu, ou d'ailleurs lu en BD, ou vu le film qui en a été tiré, qui s'appelle La garçonne et l'assassin, et qui, à partir d'une découverte fortuite, tu me corriges si je dis des bêtises, raconte une histoire. Donc, l'idée, c'était que, puisque la source de ce livre avait été finalement relativement simple, eh ben, on allait, rebolote, faire la même chose après avec le procès. Et ça a été en fait plus compliqué et à trouver les archives et à réfléchir parce que beaucoup de pistes avaient été brouillées. Par exemple, on disait toujours le procès. Or, en fait, c'est les procès. Un premier procès et un second en assise, oui. Et un second procès en appel. Donc, c'est 2 procès. Et quand on a compris qu'il y avait 2 procès, ben on s'est senti mieux parce qu'on a mieux compris. Donc, je laisse Daniel expliquer l'histoire. Alors, donc, c'est une famille, comme a dit Marie-France tout à l'heure, une famille ouvrière qui habite Saint-Ouen. Ce sont des jeunes gens qui se sont connus Pardon? Bon, il y a une interférence. Donc, des jeunes gens qui se connaissent au sortir de la Deuxième Guerre, dans les années 46-47, qui se fréquentent et qui se marient parce qu'elle est enceinte. Tu veux faire quelque chose? Non, je ne comprenais pas pourquoi on se voyait, mais maintenant j'ai compris. Donc, ils se marient en 1948, elle est enceinte. Et coup sur coup, chaque année, arrive un deuxième enfant, un troisième enfant, un quatrième enfant. Or, on va les nommer, elle s'appelle Ginette, lui s'appelle Claude, et Ginette est une personne qui a un handicap. On n'a pas réussi à savoir si c'était un accident de naissance, on ne sait pas exactement. En tout cas, elle était paralysée du bras droit. Donc, voilà une toute jeune femme, elle a à peine 20 ans, qui a 3 enfants, qui est handicapée
et 3 enfants qui ont à 1 an d'intervalle, donc le plus âgé a 3 ans et le dernier vient de naître. Et quelques mois après la naissance du 3e enfant, elle se retrouve enceinte d'un 4e enfant. Et ce 4e enfant a aussi, pareil, on n'a pas réussi, malgré les quelques bribes de dossiers médicaux qu'on a eu, on n'a pas réussi à savoir très bien pourquoi, mais ce 4e enfant, qui est une petite fille, qui s'appelle Danielle, a le même handicap qu'elle. Elle a le bras droit, si je me souviens bien, replié, et c'est une enfant qui, au départ, pèse près de 4 kilos, est vive, tout va bien, mais la mère s'en occupe de moins en moins, jusqu'à ce qu'à l'âge de 8 mois, elle meurt, ce bébé, d'inanition, parce que la mère ne s'en occupe pas. Donc voilà le paysage général. Il faut rajouter que ce couple semble relativement uni, après à la fin ça se gâte un peu, qu'il est très entouré par les grands-parents, c'est-à-dire les parents de Claude et la mère, le père n'est plus là, de Ginette, et c'est une famille qui n'est pas totalement dans le besoin. C'est une famille ouvrière, les revenus ne sont pas très élevés, mais ils sont là, et ils ne sont pas si mal logés que ça par rapport à l'habitat ouvrier de la fin des années 40, puisqu'ils ont 2 pièces et demie, on va dire 3 petites pièces. Ils ont l'eau, pas de salle de bain, mais ils ont l'eau à l'évier, et ils ont des toilettes intérieures. Donc, ce n'est pas un taudis total. Ce qu'il y a, c'est que comme quand il y a les 4 enfants, c'est quand même relativement petit, parce que du coup, ils sont 6 on a calculé, l'appartement faisait à peu près 50 mètres carrés, si je me souviens bien. Personne ne s'occupe de faire le ménage, ni le père qui travaille beaucoup pour ramener de quoi nourrir la famille, ni la mère qui est complètement dépassée par ses enfants, et donc ça devient un taudis. Mais ça devient un taudis par manque de soins de la maison. Ils ont quand même des pièces. Tu veux rajouter quelque chose? Non, non, c'est ce que dit Daniel, bien évidemment, je suis d'accord. Voilà, c'est pas du lumpen, c'est des gens qui sont insérés. Lui est un ouvrier qualifié. Il y a des parents des 2 côtés qui sont des parents soutenants. Ils habitent rue des Rosiers à Saint-Ouen, dans un logement qu'a occupé la grand-mère de Ginette, et dans une rue qui fonctionne un peu comme un village, comme fonctionnaient les rues des quartiers populaires. Voilà, donc c'est une famille qu'on pourrait dire en fait typique de cette classe ouvrière intégrée et pas marginale. Alors, je peux continuer, Marie-France? Oui, oui, bien sûr. Donc, en février 1953, au moment de la mort de la petite Danielle, il se trouve que Ginette est une 5e fois enceinte, ce qui explique sans doute aussi le fait qu'elle se soit de moins en moins occupée du bébé, qui a fini par mourir de faim. Il faut aussi rajouter que Ginette a très certainement a eu des dépressions postpartum après après chacun de ses accouchements, mais non, parce que les 2 premiers enfants sont 2 garçons, et il semblerait que la mère se soit à peu près très bien occupée des 2 premiers garçons. Et c'est à l'arrivée du 3e enfant, une fille, Solange, qu'elle a commencé
à perdre pied, à moins s'en occuper. Il est possible que maintenant, il est même quasiment sûr que maintenant, cette mère aurait été suivie, aurait été traitée et qu'on ne l'aurait pas seulement qualifiée de paresseuse ou de feignante ou de mauvaise mère qui ne s'occupait pas de ses enfants. Toujours est-il que l'annonce de sa 5e grossesse lui fait perdre totalement pied. Et au matin de février 53, la petite Danielle meurt. Et à ce moment-là, entre en scène la police qui arrête les 2 parents. Les enfants, les 3 enfants sont dispersés chez les grands-parents et donc le couple est emprisonné. Je voulais rajouter quelque chose que j'ai oublié, je ne sais plus, mais ça va me revenir. Donc on en est là, au début quand l'affaire éclate publiquement, Claude et Ginette Bach sont incarcérés pour homicide volontaire ou défaut de soins à enfants. Et la justice se met en branle à ce moment-là. Tu vas rajouter des choses parce que j'ai oublié des choses. Donc, ils sont incarcérés, il y a une instruction, et pour les historiens, c'est la partie pratiquement la plus intéressante des dossiers, qui est l'enquête, un peu comme dans les séries télévisées, des polars, qui est l'enquête du juge d'instruction. Ils ont au départ 2 avocats commis pratiquement d'office. Jeannette a cette grande chance. Je regrette, Ginette, je ne peux pas pardon. rechercher des films ou de séries Excusez-moi, télé par sujet. c'est un peu difficile. Faire une recherche par titre, acteur, année et genre, du type comédie romantique. Il faut absolument. On est hacké, non? Oui, il y a quelqu'un qui s'est introduit dans la réunion, là. Voilà. Alors, on réactive le micro. Antoine, tu peux essayer d'exclure cette personne, voilà. s'il te plaît. On corrige le lapsus. Et je reviens sur Odile Fleury, qui est une toute jeune avocate, qui a gagné le concours de la conférence, donc qui est une avocate brillante, et qui va accompagner d'abord Ginette, ensuite Claude et Ginette lors du procès en appel. Et c'est quand même ce dossier d'instruction, enfin, le dossier du procès et surtout le dossier d'instruction qu'on a eu assez de mal à retrouver, qui nous a permis de faire toute cette peinture. Alors je crois qu'on a eu un certain nombre de surprises par rapport aux idées reçues qui étaient les nôtres. La première surprise, je laisserai après Daniel peut-être la développer, c'est que nous on pensait qu'ils allaient charger la mauvaise mère qui n'avait pas pris soin de son bébé et exonérer le père. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans le dossier d'instruction. Je vais dire tout de suite la deuxième, et puis après peut-être qu'on développera. Et la deuxième, c'est qu'on était prête à foncer tête baissée pour dénoncer la psychiatrie, l'expertise psychiatrique. Et là aussi, on a eu plutôt une surprise. Alors, je vais laisser Daniel. Oui, alors, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Pourquoi la justice s'est enclenchée? C'est parce que le médecin qui a constaté le décès du bébé a refusé le permis d'inhumer. Et donc, le commissariat a été prévenu et ça s'est enclenché comme ça. Donc, l'instruction a duré presque 1 an. Et pendant 1 an, se sont relayés les magistrats instructeurs, le commissaire, l'avocate Odile Fleury, auprès de Claude et de Ginette pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, premièrement, et deuxièmement, qualifier les faits.
Est-ce que c'est infanticide? Ça a été écarté quasiment tout de suite. Est-ce que c'est homicide sans intention de donner la mort? Ça a été aussi écarté finalement pour tout simplement défaut de soins à l'enfant ayant entraîné la mort. Et comme l'a dit Annette tout à l'heure, ce qui est très très intéressant, c'est que c'est-à-dire les magistrats instructeurs, ont beaucoup cuisiné Ginette, et pourquoi elle ne s'occupait pas des enfants, et pourquoi elle ne faisait pas à manger, et pourquoi elle ne nettoyait pas l'appartement. Elle donnait à ses enfants des boîtes de conserve, qu'elle achetait d'ailleurs à crédit dans la rue, qui n'était pas la rue des Rosiers, mais la rue de la Gaîté. C'était trompé, c'est pas grave. Non, c'est rue des Rosiers. Ah non, c'est les rues de la Gaîté. Bon, je vérifie. Et donc, elle jetait les couches sales, les boîtes de conserve, elle jetait tout dans les toilettes. Et donc, les toilettes étaient bouchées. Donc, il y avait, comme je disais tout à l'heure, un certain confort dans l'appartement, mais en fait, qui ne servait à rien parce qu'on ne pouvait pas utiliser les toilettes. Et donc, c'est vrai que le défaut de soins de la mère a été beaucoup souligné durant l'instruction, mais toujours, il y avait soit un psychiatre, soit même un juge disant « oui, mais elle est très jeune, elle a 4 enfants qui se sont succédés tous les ans, elle est handicapée et… » Alors, on employait parfois l'expression « elle est un peu déprimée, dépressive ». On n'allait pas jusqu'à penser qu'elle était vraiment malade, quoique un des experts psychiatres l'ait dit. Et on n'a jamais laissé de côté Claude. Pourquoi vous n'avez pas vu qu'il y avait des problèmes avec les enfants? Pourquoi vous ne nettoyez pas l'appartement? Ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que oui, c'était l'épouse, la mère qui devait s'occuper de nettoyer l'appartement, mais puisqu'elle ne le faisait pas, pourquoi vous ne le faisiez pas vous non plus? Donc ça, on est au tout début des années 50, ça nous a beaucoup intéressés, c'est-à-dire que on n'était pas totalement dans les stéréotypes et dans les clichés qui nous semblaient et qui nous semblent toujours dominants. En tout cas, pas là. Et puis aussi, on a beaucoup interrogé les grands-mères, donc les 2 mères, et les voisins. Et on peut dire que d'une certaine façon, c'était pas une justice punitive. Les gens qui ont mené cette instruction, on peut dire, ont fait leur travail, c'est-à-dire ils se sont demandé, ils ont essayé de comprendre qu'est-ce que c'était que ce milieu, que ces gens, tout ce qui pouvait les éclairer pour après fournir un jugement. On passe au jugement ou tu voulais rajouter quelque chose? Non, parce que ça nous a beaucoup intéressé de faire ce portrait de cette famille. Acte, hein, c'est bien rue de la Gaîté qui donne dans la rue des Rosiers. C'est ça qui m'a… Vous voyez, on a terminé ce livre, ça fait combien de temps maintenant? 2 ans. Ça fait 2 ans. Et comme on ne le relit pas tous les soirs, il y a des choses… et qu'on n'a pas 20 ans, il y a des choses qu'on oublie. Non, donc il y a un premier procès devant donc un jury uniquement masculin, même si les femmes ayant eu, comme chacun sait, le droit de vote à la Libération pouvaient tout à fait être membres de ce jury. Un peu d'articles dans la presse le jour même du procès. Le procès dure un jour. Alors, petite remarque, incidence, toute notre affaire, elle est réglée, appel compris, en moins de 2 ans. Donc, quand on voit comment fonctionne la justice aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle était infiniment plus rapide dans les années 50. Et les 2 époux sont condamnés vraiment à part égale à 7 années de réclusion. Et ils sont donc internés, Claude à Fresnes et Ginette
Non, oui, c'est Claude ça. Afrène. Oui. Et Ginette a la petite roquette. Et Ginette a la petite roquette d'abord, puis Afrène. Et c'est Afrène, enfin c'est quand elle est Afrène, puisqu'on a retrouvé l'acte de naissance, que naît la 5e petite fille. La législation de l'époque, je crois qu'elle n'a pas changé, permet aux femmes qui ont un enfant de garder avec elles leur enfant jusqu'à l'âge de 18 mois. Donc elle reste à Fresnes jusqu'à ce que sa 5e atteigne cet âge de 18 mois. Quand elle a 18 mois, elle est confiée à un membre de la famille, la petite fille, et Ginette est envoyée en centrale de femmes, à Guenau, en Alsace. Alors, je fais tout de suite une incise. On a eu beaucoup de mal avec la question des dossiers de prison, parce qu'ils ont été très largement pilonnés. 1 sur 10 seulement a été conservé, en choisissant des années qui ne correspondaient pas à celles de l'incarcération de Ginette et de Claude. La grande chance, d'historien s'entend, c'est qu'elle a été transférée à Guenau, que cette centrale, à un moment donné, a fermé et que les détenus et les archives ont été transférés à Rennes. Donc, on a pu avoir un certain nombre de renseignements sur la période de l'incarcération de Ginette, alors que sur Claude, on a trouvé très peu. Quand on écrit l'histoire, on est vraiment dépendant des sources et la source principale reste quand même les archives. Mais entre-temps, Odile Fleury, ce qui montre quand même la... Alors, je fais encore une petite digression. Quand nous avons écrit ce livre, Odile Fleury était encore en vie. On l'a retrouvée. C'était une dame charmante, vraiment charmante. Et on a beaucoup discuté avec elle. Odile Fleury obtient que le jugement soit cassé. Ce n'est pas un procès en appel, hein, c'est que le jugement soit cassé pour vice de forme. Donc en fait, il y a eu un petit vice, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de représentant du parquet, je crois. Du parquet au moment où le jugement a été prononcé. Donc c'était un vice de forme et le jugement est cassé. Donc il y a ce second procès qui n'a pas lieu à Paris, mais qui a lieu à Versailles. Et c'est là que l'histoire de Ginette et de Claude croise l'histoire d'une autre femme, de son mari, et d'encore une autre femme, c'est-à-dire de Marie-André Lagroix-Veillalé, de Benjamin Veillalé et d'Evelyne Soulereau. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que donc on est dans ce croisement. Mais je voulais rajouter quelques mots sur cette avocate Odile Fleury, qui avait 25 ans, c'est-à-dire qu'elle avait presque le même âge du couple qu'elle défendait, et qui est toujours restée une catholique fervente, mais qui pensait très profondément que l'Église avait tort de condamner les pratiques contraceptives parce qu'il valait mieux avoir moins d'enfants que plus d'enfants. Et ce que nous a dit Odile Fleury, qui était fort contente qu'on vienne la voir parce que c'est un procès qui l'a beaucoup marqué, c'était un de ses premiers procès pour lequel elle avait été commise d'office, et elle a eu vraiment l'impression, en défendant Claude et Ginette Bach, qu'elle faisait quelque chose pour la vie des couples, pour la vie des femmes, mais pour la vie des couples. Et elle s'est sentie rebelle, elle a presque, je crois, employé le mot, par rapport à la doctrine dominante de l'Église qui était contre la contraception. Parce que
elle a pris fait et cause, on peut dire, pour Ginette, en disant que si elle avait eu moins d'enfants, elle n'aurait pas été une mauvaise mère du tout, et ça l'aurait sauvée. Donc, elle a pris vraiment très à cœur cette affaire, et il se trouve que, donc elle a très bien fait son travail, elle a trouvé un petit vice de forme qui a permis de casser le procès. Or, par ailleurs, alors c'est tout à fait une autre histoire, on change de milieu. La gynécologue Marie-André Lagroix-Vaillalé, que je n'ai pas besoin, je suppose, devant votre société de présenter, qui était donc tout à fait d'un autre milieu, était à l'affût d'essayer de donner de l'allant pour la défense de la contraception. Et d'une façon qu'on n'a pas tout à fait bien élucidée, mais finalement peu importe, elle a appris l'existence du procès des époux Bach, et elle s'en est servie à plusieurs reprises dans des communications devant les médecins pour essayer de promouvoir la question de la contraception. Et c'est aussi comme ça qu'on a eu connaissance de ce procès, parce qu'elle parlait des époux Bach en disant 3 ou 4 mots, mais pas grand-chose. Donc finalement, elle a pris langue avec l'avocate, dont elle a appris l'existence par les petits comptes rendus qu'il y a eu dans la presse à la fin du premier procès, et elle a décidé que, puisqu'il y aurait un second procès, elle viendrait témoigner pour promouvoir la contraception, la maternité heureuse, ou le birth control ou planning familial, pour éviter ce genre de drame. Je fais encore aussi une petite incise pour dire que il n'y a pas eu une campagne de presse. Dans certains livres, on a lu qu'il y a eu une campagne de presse. Non, à ce moment-là, il n'y en a pas eu. Mais on a dépouillé cette presse au moment du procès. Et là, dans Le Parisien, le François ou des journaux comme ça, tous les jours, il y avait des histoires, des petites brèves d'enfants maltraités, d'enfants abandonnés dans un abri de bus ou sous une porte cochère, d'enfants mal nourris. C'était pas du tout quelque chose d'absolument exceptionnel. Ça n'empêche que c'était terrible, mais ils n'étaient pas les seuls. Parce que, et c'est ce qui donnait des arguments aux partisans de la contraception, parce que trop d'enfants, trop rapprochés, dans souvent des logements trop petits, faisaient qu'on ne pouvait pas bien élever ses enfants. Donc, on va maintenant passer du côté des tenants de la contraception pour expliquer comment ils se sont emparés de l'histoire des époux Bach et du premier procès pour essayer qu'au deuxième procès, la publicité donnée à cette affaire fasse avancer leur cause. Oui, donc quelques mots sur le couple Vaillalé. Donc, en pleine guerre, Marie-André, famille très catho du Sud-Ouest, tombe raide amoureuse de son directeur de thèse, qui était une thèse sur le BCG par scarification, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Qui s'appelle Benjamin Vaillalé, qui a 40 ans de plus qu'elle, et qui est un médecin, on va aller vite, disons un médecin militant, qui fait partie d'un courant qui est un courant eugénétique. Alors, le nazisme a rendu le terme d'eugénisme inemployable, mais c'est quand même un terme qui était employé. En gros, comme disait son maître Pinard, il faut que la femme ait des enfants parce qu'il faut qu'elle puisse s'épanouir dans la maternité, mais le chiffre idéal, c'est 5, pas plus de 5.
ce qui est quand même pas mal. Voilà. Bon, donc c'est un courant qui s'est beaucoup battu pour la puériculture. Benjamin Veilhallet a été un des fondateurs avec Pinard, de l'école de puériculture. Non, c'est pas avec Pinard. Non, avec, bon, peu importe. De l'école de puériculture qui existe toujours, boulevard Brune. Et c'est quand même ce compagnonnage avec Benjamin Veilhallet qui a fait prendre conscience probablement à Marie-André, qui elle était gynécologue, de l'importance de cette question. Elle raconte qu'en 1947, Benjamin, qui a été un des pionniers du BCG, c'était un pastorien, comme on disait, est en tournée aux États-Unis et il lui dit tu connais ça par cœur, va plutôt voir le birth control. Donc pendant que Benjamin Veilhallet fait ses confs sur le BCG, elle rentre en contact avec les médecins qui promeuvent le contrôle des naissances aux États-Unis. Et raconte-t-elle, à cette époque, elle ne comprend pas pourquoi un médecin mettrait son art au service d'empêcher la vie, alors que le médecin est là pour soigner la vie. Et elle dit qu'elle a changé avec sa pratique de gynécologue et avec la pratique qu'elle a vue dans les hôpitaux des curetages de femmes qui, pour telle ou telle raison, choisissaient de se faire avorter alors que c'était illégal et qu'elles risquaient leur vie. Donc à partir du début des années 50, elle commence à être la femme qui défend la légalisation, excusez-moi, la légalisation de la contraception dans certaines conditions. Alors, remarque un peu latérale, si on prend toutes ces femmes qui ont tellement fait pour la cause des femmes, Lagroix, Veilhallet, Évelyne Sullereau, Simone Veil, ce sont des femmes qui croyaient à la famille. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout des femmes qui voulaient, je ne sais pas quoi, l'amour libre, enfin de tout ce qui, après mai 68, a été, disons, un peu important dans la société. Donc, elle commence par écrire des articles, par intervenir à des congrès, donc on ne rentre pas dans le détail, et chaque fois, ça fait plouf. Et elle et Benjamin mettent sur pied une véritable stratégie, qu'on pourrait appeler une stratégie médiatique. Hein. Tout ça est bien évidemment anachronique dans le vocabulaire. Et ça va être le procès des époux Bach qui va permettre de lancer dans le public les idées, dans un public qui est réceptif, dans une société qui est réceptive à tout ça, la question de la suppression, on n'a pas dit deux mots de la loi de 1920, mais la suppression de deux articles de la loi de 1920, l'article qui interdisait la publicité pour les produits anticonceptionnels et qui interdisait leur vente. Donc ça a été ce combat. Et si on compare ce qu'a été la presse lors du premier procès et lors du second procès, la presse est beaucoup plus importante lors du second procès. Et c'est à la suite de ce procès que je réfléchis pour être un peu synthétique. Benjamin Veilhallet, qui était un homme qui avait donc plus d'une soixantaine d'années, était en même temps un homme très impliqué dans différentes sphères politiques. Il était communiste, compagnon de route du Parti communiste, il était sioniste et il était d'une très très grande famille, nombreuse, et une famille d'Israélites alsaciens qui avait relativement, enfin qui avait réussi. Donc il avait un certain nombre il avait un réseau.
Oui, on dirait aujourd'hui un carnet d'adresses et un réseau. Et le premier acte d'utilisation de ce réseau, avant même que soit créé l'ancêtre du planning familial, qui est la maternité heureuse, ça va être le journal Libération de l'époque, qui est le journal d'Astier de la Vigerie, et où un jeune journaliste qui a acquis une grande notoriété quand il a suivi les affaires de l'Exodus, et qui s'appelle Jacques de Rogy, va faire alors là une vraie campagne de presse, qui est la publication d'une série d'articles dans ce journal Libération sur l'avortement. Et à partir de ce moment-là, la machine est lancée. Je t'interromps une seconde parce qu'on n'a pas dit, on a été un peu vite. Lors du second procès, déjà, on n'a pas dit qu'au premier procès, ils avaient été condamnés à 7 ans. Oui. On l'a dit, on ne l'a pas dit. Ouais, mais au second procès, leur peine a été réduite à 2 ans. Et donc, 2 ans, c'était le temps où ils étaient incarcérés. Et donc, ils sont sortis libres. Donc, ce qui a fait beaucoup d'effets, et qui fait que la presse en a parlé, c'est que la peine de ces parents, ces bourreaux d'enfants, comme disait Fernand Reynaud, a été réduite de 7 à 2 ans. Et surtout, ça a permis de faire toute cette publicité sur le fait que s'ils avaient eu moins d'enfants, ils auraient été des bons parents. Donc, la libération des accusés, enfin des condamnés, pas des accusés, a aussi donné du poids à la campagne que faisait la maternité heureuse, ou juste avant la constitution en association de la maternité heureuse. Et ce qui fait aussi, et c'est important, le croisement entre cette histoire d'une famille d'inconnus et ce qui va devenir le planning familial. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, mais... Alors, du coup, voilà, donc De Rogy publie son enquête dans Libération sur les méfaits de l'avortement. En mars 1956, Évelyne Soulereau, qui en sera la secrétaire, dépose les statuts de la maternité heureuse, où le conseil d'administration est uniquement composé de femmes, des femmes qui ont un métier ou des femmes d'eux. Il y a notamment, ce qui nous a beaucoup amusé, la femme de Raymond Lindon, procureur de la République et père de Jérôme Lindon, fondateur des éditions de Minuit, où Jacques de Rogy publiera sous forme de livre son enquête. Et nous sommes allés voir Irène Lindon, qui nous a permis de jeter un coup d'œil. Les archives ne sont pas ouvertes, elle nous a communiqué ce qui était dans les archives. Et elle a dit « Ah, ça m'amuse tellement de voir ma grand-mère dans cette histoire ». Et ce qu'avait dit Benjamin à Marie-André, c'est on ne va pas s'attaquer à la femme d'un procureur de la République. Donc, ces femmes, disons pour aller vite, de la bourgeoisie, qui vont constituer le conseil d'administration de la maternité heureuse, et toute cette histoire va contribuer au grand débat du début des années 50 sur la suppression qui aurait été possible en 1956 de ces 2 articles que j'ai mentionnés de la loi nataliste de 1920. Mais, et c'est là que Jeannette intervient, enfin Maurice Jeannette et le Parti communiste, à la Chambre, alors qu'un groupe d'idées progressistes composé d'Emmanuel Dastier de la Vigerie, qui dirige Libération et qui est aussi député, dépose un projet de loi avec unique très court, suppression des 2 articles de la loi de 1920. Les 2 autres articles concernent l'avortement.
Et là, il n'y touche pas. Hein. Et là, on a une alliance catholique communiste, le Parti communiste, un parti puissant, pour empêcher cette loi. Et c'est là que Jeannette prononce un très fameux discours que les femmes n'ont pas oublié, en tout cas les femmes qui ont été les contemporaines de cette histoire, en disant que les prolétaires ne vont pas attraper les vices de la bourgeoisie et qu'il ne faut pas financer les cliniques d'avortement, que les femmes du peuple, ça ne les intéresse pas, et qu'il faut des crèches, des aides sociales, et qui préconise, Jeannette, à ce moment-là, l'avortement pour raisons sociales thérapeutiques. C'est ça son expression, qui rend les médecins du Parti communiste extrêmement nerveuses, parce que la thérapeutique pour raisons sociales, ça leur semble un peu étrange. Mais on peut dire que le Parti communiste, pour des raisons, on laissera un peu de temps pour le débat, hein, on reviendra dans le débat sur ce qui vous intéresse, porte une lourde responsabilité dans un retard quand même de 12 ans, jusqu'à la loi Neuwirth de 67. Alors 12 ans, c'est rien du tout au regard de l'histoire, mais au regard de la vie, enfin on voit très bien aujourd'hui comment un jour, une semaine, un mois, ça compte, c'est long dans nos vies. Donc c'est quand même quelque chose qui a été responsable de beaucoup de drames dans la vie des femmes, dans la vie des familles aussi. Voilà un peu l'histoire. Donc ce qui nous a intéressé, c'est un fait divers qui semble un peu sordide. Ce n'est pas un fait divers rigolo, c'est un fait divers où il n'y a aucun mystère. Ce n'est pas ces faits divers comme l'affaire Gounet, par exemple, où on ne comprend rien, donc on peut faire des romans. Là, on a un petit fait divers dans un petit milieu qui n'a strictement aucune... où tout est aussi clair qu'on peut l'imaginer. Donc vraiment une histoire ordinaire de gens ordinaires et qui va avoir un écho parce qu'il rencontre les préoccupations de la société dans ces années 50, qui sont, il faut quand même le rappeler aussi, les années du baby-boom, c'est-à-dire les années où on ne se pose plus de questions sur la dénatalité, et qui rencontre aussi la volonté d'un certain nombre de personnes de faire bouger les choses. Donc c'est un fait de société qui devient un fait social et qui deviendra de la politique, parce que si on ne transforme pas des demandes sociales en politique, comment dire, on n'avance pas, quoi. Ça, c'était le génie de Gisèle Halimi. Voilà, peut-être que... Ça vous suffit ? Merci beaucoup. Oui, bien sûr, on a tous beaucoup de questions à vous poser. D'abord, il me semble, enfin merci infiniment d'avoir retracé toute cette histoire aussi de votre parcours d'historienne. Je pense que c'est particulièrement intéressant pour nous, avec les aléas, évidemment, les surprises, les rencontres. Et c'est bien que vous ayez pu rencontrer Odile Fleury avant qu'elle meure, parce qu'après, effectivement, ça aurait été plus difficile. Elle est peut-être encore en vie, hein. Ah oui, ah bon. Voilà, on n'en sait rien, parce qu'on est resté en contact après la parution du livre. On sait qu'il y a eu un certain nombre de documentaires au moment de l'anniversaire de la loi Neuwirth.
les documentaristes l'ont rencontré, ont filmé, mais depuis, on n'a pas pris de nouvelles, on n'a pas vu s'il y avait eu un avis de décès dans la presse, on l'aurait vu, on ne l'a pas vu, mais on ne sait pas, mais c'est une bonne idée, on va peut-être lui souhaiter la bonne année, on va peut-être essayer de lui téléphoner le 31 pour lui souhaiter la bonne année, comme ça on saura. On a aimé cette rencontre. Juste une petite précision, je crois que vous avez oublié, que vous le dites dans le livre, vous avez oublié de mentionner qu'à Haguenau, Ginette a donc eu, non, son enfant, elle l'a eu à Fresnes. Hein. C'était à Fresnes qu'elle l'a gardé pendant 10 mois. Oui. Et là, bon, les gardiens de prison ont pu témoigner qu'elle était une excellente mère. Oui. Donc ça, c'est intéressant. Le sentiment qu'on a eu, c'est que pour la première fois depuis son premier enfant, elle a eu le temps qu'il fallait pour s'occuper de ce bébé. Donc finalement, ces mois de prison pour elle, on n'en sait rien, hein, c'est pas... Les rares écrits qu'on a eus d'elle sont des écrits un peu sommaires, mais que c'est, oui, qu'elle a eu une maternité, bon, on va plagier un peu, elle a eu une maternité heureuse à Fresnes. Elle a été à la pouponnière, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, de Fresnes. Elle a été suivie, elle a eu des examens, alors que pour les 2 premiers enfants, elle a été suivie à la PMI. Mais pour Solange et Daniel, elle n'allait pas aux consultations prénatales et tout ça. Donc, oui, pour la première fois, son 5e enfant en prison, elle a eu une grossesse plus heureuse que les autres, plus tranquille. Oui, enfin, donc c'est tout à fait intéressant pour nous parce que nous avons eu l'année dernière un exposé sur aujourd'hui, qu'en est-il justement de ces femmes qui ont des enfants en prison et comment ça se passe. Et donc nous avons été bien mis au courant de tout le processus. Et qu'est-ce qu'ils disent, en gros, qu'est-ce que le problème, c'est que tout est fait pour quand même que ces enfants grandissent à peu près normalement. Le seul problème, c'est qu'ils sont quand même enfermés avec leur mère. Oui. Alors, il y a des assistantes sociales, des aides qui les sortent un petit peu dans la rue, dans les magasins et tout, mais il manque quand même de tout ce qui fait en fait l'éveil d'un bébé à tout un environnement dans lequel il circule normalement. Oui. Donc, mais enfin, c'est vrai que par rapport à, enfin, pour Ginette, je pense que c'était quand même un paradoxe de cette histoire, c'est que il a fallu qu'elle soit. Est-ce que vous avez, alors, je ne sais pas, c'est probablement pas possible, mais des nouvelles de tous ces enfants de la famille? Alors oui, mais on ne peut pas en parler. Oui, d'accord. Parce qu'il y a eu des histoires. Nous, on s'est tenu aux 5 enfants, donc, dont un mort, de l'histoire du procès. Mais Ginette a eu encore 3 autres enfants. Oui. Et 4. 2 et 2. Oui, 4, 2 et 2. Donc elle en a eu 9 en tout, hein, c'est bien ça. Mais on a eu des problèmes avec les descendants, donc, on a pris l'engagement qu'on n'en parle pas. Autour d'un café, quand on pourra reprendre des cafés, on veut bien l'évoquer, mais pas publiquement et pas enregistré. Enfin, donc l'histoire n'est pas finie en fait. Non, l'histoire n'est pas finie. La maternité de Ginette, oui, c'est quand même. Oui. Alors, je voulais aussi signaler qu'il y a un livre que vous connaissez sans doute, celui de Sandrine Garcia, qui s'appelle Femmes sous influence, qui a utilisé les archives de Marie-Hélène Lagroix-Veil-Lallet. Donc, oui, donc les archives de la maternité heureuse et du planning familial ensuite. Hein, donc, mais malgré tout, il y a très peu d'archives de la maternité heureuse. C'est que nous, on est allé partout où on a pu, hein, à l'Institut Pasteur, où sont déposées principalement les archives de Benjamin, mais où il y a un petit peu d'archives de Marie-André. Nous sommes allés aux archives du planning familial. On a trouvé un petit peu,
Mais bon, il y a les bulletins, bien évidemment, de la maternité heureuse, mais on a quand même... oui, elle a fait surtout une sorte de ce qu'on appelle dans le jargon une prosopographie des dirigeantes de la maternité heureuse en reprenant pour chacune. Voilà. Mais à moins qu'on redécouvre un fonds d'archives plus important, je pense qu'il est difficile de faire une histoire très fine de la création de la maternité heureuse. C'est-à-dire pas de la maternité heureuse à partir disons, du printemps 56, mais sur ce qui se passe avant. D'accord. On est allé, je pense. Il y a pas mal de questions. Je regarde. Alors, notamment, je crois que Chantal Birman. Il y a Claude d'abord, Claude Didier-Jean d'abord et Chantal ensuite, dans l'ordre. Merci. Oui, c'est absolument passionnant. Bon, quand le livre est sorti, j'avais lu des articles dans la presse qui en parlaient, donc voilà, je savais un petit peu de quoi il s'agissait. Je ne sais pas si ça a été dit parce qu'il y a eu des moments où j'ai pas suivi quand il y a eu l'histoire de l'intrus et tout, voilà. Mais est-ce qu'il a été envisagé que la petite fille qui est morte pouvait avoir eu un problème de santé qui expliquait, je sais pas, un problème de métabolisme ou un truc comme ça, qui aurait expliqué son décès? Non, pas du tout, parce qu'elle pesait... Elle pesait 2 kilos. Donc, quand on a vu les photos qui figurent dans le dossier d'instruction, j'ai dit à Daniel, on dirait les photos de la commission d'enquête soviétique à Auschwitz. Ouais. Mais moi, je ne peux pas dire ça. Voilà. Mais c'était exactement l'effet que ça faisait. Et Claude dit, lors de l'instruction, que quand il a vu le corps de sa fille, donc ça veut dire qu'il n'avait jamais vu en 8 mois pratiquement sa petite fille nue. Il dit, j'ai pensé, on est en 53, hein, j'ai pensé aux photos qu'on a vues dans la presse quand on a ouvert les camps de concentration. C'est-à-dire que l'effet qui m'a... Et ça nous a permis de citer, citer Claude. Donc, elle pesait 2 kilos, elle avait des trucs dermatologiques, enfin bon, on a indiqué. Donc, elle n'était jamais changée. Elle n'était jamais changée, elle est vraiment morte de faim et c'était un corps de petite morte de faim. Elle pesait 4 kilos à la naissance, elle pèse 2 kilos quand elle décède. Donc, les causes de la mort sont sont évidentes et avec la description de ce qu'on lui donne à manger, ce qu'on lui donne pas à manger, le dernier biberon qu'elle lui donne et qu'elle vomit. Enfin bon, on va pas, comment dire, voilà, c'est. En tout cas, pour répondre à votre question, c'est non. Elle est morte de faim. Il y a aucun doute. Oui. Et personne n'a essayé de faire croire qu'elle était morte d'autre chose. Ouais. Alors, Chantal Birman et ensuite donc une question de Doris Bonnet. Chantal. Et alors, attendez, je vais remettre mon ciel étoilé. Voilà. Moi, j'ai lu votre livre au moment où il est sorti. Donc, j'ai plus tout très clair dans la tête et je m'excuse, mais je l'ai lu exactement comme un roman policier. Avec plusieurs intrigues les unes dans les autres, c'est-à-dire il y avait l'intrigue des époux Bach, derrière il y avait votre enquête historique, les aléas, et puis en même temps il y avait une troisième série, si j'ose dire, qui était les affaires juridiques. L'ensemble m'a absolument passionnée. C'est formidable, c'est un livre formidable, indispensable évidemment dans notre culture féministe. Et puis bon, sans arrêt, j'avais des retours sur notre propre histoire. Alors, je voulais juste dire 3 lectures. J'ai eu une lecture évidemment de sage-femme, puisque je suis sage-femme. La première lecture de sage-femme, c'était
probablement dans ce qui était décrit dans votre livre, que cette femme a eu à la naissance elle-même une dystocie des épaules et avec un plexus brachial au bras. Et le poids des enfants à la naissance montre qu'effectivement, c'est des bébés, elle fait des gros bébés. Et probablement, cette petite fille a eu la même chose qu'elle, apparemment. Vous l'expliquez comme sage-femme. Comment ? Comment vous expliquez que… Parce que, alors, ça c'est des recoupements entre la physiologie et la pathologie. J'ai des amis qui ont été sages-femmes dans des endroits où les gens étaient plus ou moins bien nutris. Et il y a un effet sur l'ossification dans ce cas-là, et entre autres les formes de bassin. Et quand on se retrouve avec des bébés un peu gros, il est possible qu'il y ait eu… Alors, il faudrait avoir le poids de l'ensemble des enfants, mais il est possible qu'il se soit agi de ce qu'on appelle une dystocie progressive, c'est-à-dire des poids qui soient de plus en plus grands, ce qui fait qu'il y a 1 ou 2 ou éventuellement 3 enfants qui passent, puis d'un seul coup, il y en a un qui ne passe plus parce qu'il fait simplement 100 grammes de plus, vous voyez, sur des bassins. Alors, 4 kilos, normalement, ça passe, mais il peut y avoir une dystocie des épaules sur un 4 kilos. Voilà. Donc, ça, c'est la première réflexion que je me suis faite. Il y a aussi quelque chose dont vous n'avez pas parlé là dans votre, et qui, moi, m'a assez passionnée, c'est l'importance de cette belle-mère, apparemment, qui était donc la mère de Claude, oui, qui a beaucoup… C'est la belle-mère, hein, c'est ça, qui a beaucoup été présente. C'est elle qui signale, c'est elle qui s'aperçoit qu'il y a un souci. Je crois même qu'à un moment donné, elle demande de garder cette petite… Solange, elle demande de garder la dernière, la troisième, ouais. Oui. J'ai trouvé ça intéressant et je crois même qu'elle fait un signalement social qui ne sera pas tellement pris en compte. Voilà, je trouvais que c'était intéressant parce que souvent dans ces histoires de femmes, il y a une autre femme quelque part qui essaye de venir en aide, qui essaye de faire ce qu'elle peut et qui n'est… Alors, je vous demande de vérifier ce que je suis en train de dire parce que c'est un souvenir d'il y a 2 ans quand j'ai lu votre livre. Donc, voilà, mais ça m'avait beaucoup intéressée parce que c'est quelque chose qui est en écho avec beaucoup d'histoires de femmes comme ça, où d'un seul coup, il y a quelqu'un qui se dit « mais non, mais là, ça ne colle pas ». Dans la symptomatologie, c'était là que vous décrivez très très bien chez Ginette, et le désintéressement à ce bébé qui fait, comme vous le racontez, 2 kilos à la naissance, ça m'a rappelé le psychisme de ce qui peut se passer dans les dénis de grossesse. Oui. Alors, ça serait comme un déni d'enfant, parce qu'elle ne fait jamais elle ne s'occupe pas de cet enfant. À la limite, aujourd'hui, les jeunes, ils diraient, elle ne le calcule pas. C'est-à-dire c'est presque une non-existence pour cette femme. Il y a un phénomène psychique qui m'a passionnée sur l'enfant né. C'est-à-dire que je me suis dit, elle n'avait peut-être pas les moyens ni de l'interruption de grossesse à ce moment-là, c'est de se faire mettre une sonde. Visiblement, elle n'avait pas les moyens non plus de recherche psychique pour pouvoir le faire, ni de réseau pour pouvoir le faire. Alors, donc, il y avait ça, mais il y a aussi le manque de moyens, il m'a semblé, en lisant votre livre, intellectuel, qui m'a beaucoup intéressée aussi. Et puis aussi, je donne tout ça parce que pour moi, ça a été un éblouissement, votre livre. Non, c'était hyper intéressant pour une sage-femme. Et puis, il y avait en même temps les récits que m'avait fait Pierre Boutin à la maternité des Bleuets, en me disant, mais tu sais, Chantal, ça n'a pas été si simple que ça, l'avortement pour les communistes. Parce que ce qu'il disait, c'était que la bourgeoisie, avec l'avortement, empêcherait les ouvriers de proliférer d'une certaine façon, et que c'était une victoire de la bourgeoisie que l'avortement puisse se répandre dans la classe ouvrière. Voilà.
Et l'avortement ou la contraception? Ben, Pierre Boutin, et j'en suis sûre, ne m'a pas parlé de contraception. Il me parlait d'avortement. Alors peut-être c'est dû au fait que moi, j'étais engagée du côté de l'avortement. Bien sûr de la contraception, mais voilà, mon engagement comme sage-femme qui était un petit peu particulier à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sages-femmes qui étaient engagées de ce côté-là. Et donc, Pierre m'avait témoigné de ça, ce qui n'avait pas été le cas de l'ensemble de l'équipe des Lilas. C'était une des différences entre les Bleuets et les Lilas, c'est que les Lilas se sont engagés tout de suite du côté de l'avortement, puisque c'était aux Lilas que les MLAC médecins se réunissaient. Donc, il y avait une véritable ouverture de l'institution au discours autour de l'avortement. Bon, je voulais juste faire ces espèces de clashs qui m'ont intéressée sur le plan un petit peu historique et puis comment j'ai pu être passionnée. Ah oui, et effectivement, la dernière chose, et puis j'arrête, le fait que cette mère se soit très très bien occupée de sa dernière petite fille en milieu carcéral jusqu'à ses 18 mois, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que là, il y avait en milieu carcéral plein d'autres femmes, qu'elle n'avait qu'un seul enfant à ce moment-là et qu'elle a pu épanouir réellement sa maternité à ce moment-là, alors qu'elle n'a jamais pu le faire, même quand vous dites le premier, le deuxième, oui, mais même à ce moment-là. Et la dernière chose, oui, tout à fait la dernière, c'est que ce qui m'a manqué dans votre livre, c'est d'avoir un renseignement sur la mère de Ginette. Comment a été aimée Ginette et comment ça s'est passé dans sa vie à elle. Voilà, j'ai fini. Je m'excuse d'avoir été longue. Je voudrais signaler, bon, excusez-nous de faire un peu de pub, mais le livre est paru en poche. Ah oui. Voilà, il est paru en poche, alors, je ne sais pas quand, là, pendant le confinement. Et du coup, il coûte 7,30 €, ce qui est vraiment pas cher. Il n'y a plus rien dessus, mais c'est pas cher. Est-ce que je peux répondre à Chantal? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on a quelques petits renseignements sur la… Ah ben voilà, c'est très bien comme ça. On a quelques petits renseignements sur la mère de Ginette. Il n'a pas trop aimé. Elle a été désemparée par l'infirmité de sa fille. Alors, on n'en sait pas grand-chose, mais il y a quand même des petits renseignements épars que ça a été une mère qui s'est occupée de sa fille et après, elle était présente quand sa fille a été mariée. Mais petite, elle l'a confiée pas mal à la grand-mère. Donc, c'est un élément de réponse. Alors, pour poursuivre le débat, donc il y a une question de Doris Bonnet qui demande si vous pouvez reprendre un petit peu la position du Parti communiste dans le débat qui précède la présentation de la loi par le député Neuwirth. Et donc ensuite, donc dans le même sujet, donc Nathalie Sage-Pranchère qui souhaite intervenir pour apporter un éclairage aussi. Donc je vous laisse la parole. Alors, je réfléchis pour être un peu synthétique. Les partis communistes, l'Union soviétique et les partis communistes ont une position un peu fluctuante sur ces questions-là. Dans les années 30, alors que Maurice Thorez était déjà député, il dépose une proposition de loi abolissant la loi de 1920, signée, dont Thorez était un des signataires. Et puis, à partir de 1937, et c'est Paul Vaillier qui porte ce discours. Et je n'ai pas trouvé Paul Vaillant dans vos contacts. Bon, il n'y a pas de Paul Vaillant dans mes contacts. Donc, le Parti communiste devient nataliste en 1937. Et à partir de ce moment-là, il y a une position quasiment constante, mais pas, qui n'a pas une importance si capitale, d'un parti qui est contre ce qu'ils appellent le néo-malthusianisme.
Quand De Rogy, qui est au Parti communiste, qui est écrit dans un journal communiste, fait son enquête, il n'y a pas de réaction du tout. Et les choses vont arriver au moment où les députés progressistes commencent à, enfin, ont déposé, eux, leur proposition de loi. Et je pense que ce n'est pas innocent. La première qui monte au créneau, lors de la journée des femmes c'était le 7 mars, mais du 8 mars 56, c'est Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui ne figure pas non plus dans mes contacts. Et à partir de ce moment-là, le parti va déchaîner une véritable campagne contre De Rogy, lequel n'était même pas au courant. La une de l'Humanité qui accuse De Rogy de crimes de néo-malthusianisme, et une grande campagne contre le fait de permettre la contraception. Avec une campagne vraiment très, très, très importante. Hein. Alors, quand on regarde les archives de Maurice Thorez, qui sont d'ailleurs en même temps des archives du Parti communiste, on voit à quel point cette campagne est mal vécue, et par les médecins. Alors les médecins, il faut dire que 3 ans avant, on leur a fait signer un texte qui appuyait Staline dans le fameux complot des blouses blanches. Donc on a fait signer aux médecins communistes, dont beaucoup d'ailleurs étaient juifs, le texte comme quoi il y avait un complot des médecins juifs soviétiques, enfin des médecins juifs, oui, soviétiques, pour assassiner Staline. Donc, après la mort de Staline, on peut dire quand même qu'ils n'avaient pas envie de re-signer des... Mais là, c'est quand même des médecins. Et donc, des médecins qui ont une clientèle, dont certains d'ailleurs, qui sont des personnalités importantes du Parti communiste, ont eu des consultations finalement de contraception pour les femmes. Hein. Le beau-père du docteur Velay, j'ai un trou de mémoire sur d'Alsace. Jean d'Alsace, notamment, qui était vraiment une grande figure du monde médical et du monde communiste. Et puis, moi, j'avais consulté, quand j'avais fait ma biographie de Thorez, les lettres de personnes, enfin pas des lettres anonymes, de personnes ordinaires, de militants, disant qu'ils ne comprenaient pas. Donc, ils disaient on ne comprend pas. Vous avez que 4 enfants, donc c'est bien que vous faites un petit néo-malthusianisme portatif. Le Canard enchaîné, alors des gens qui écrivent, vous prêchez le néo-lapinisme. Et le Canard enchaîné avait fait un grand article qui s'appelait « Au pays des lapins rouges ». Donc ça a été une campagne vraiment importante. Et il a fallu attendre 67, donc la mort de Thorez, et puis l'évolution de la société pour que le Parti communiste se rallie à la loi Neuwirth. Voilà, ça répond à la question. Est-ce que ça répond? Oui. Ça... Pardon, donc Nathalie. Oui, alors évidemment, moi, bonjour d'abord et merci beaucoup pour cet exposé. J'avais, comme Chantal, lu le livre à la sortie et j'avais été très, très impressionnée par à la fois l'enquête elle-même, mais aussi la forme de l'enquête et la manière dont vous exposiez justement ce travail d'historienne que vous avez mené. Je viens simplement apporter, alors ce qui est un témoignage indirect, parce que moi je suis fille de députés communistes entre 56 et 58 et entre 73 et 78. Donc c'est... vous demandez le nom de votre père? Pierre Franchère, député de la Corrèze. D'accord. Donc c'est J'ai eu l'occasion, justement après la sortie de votre livre, d'en discuter avec papa. Je lui ai dit, mais cette loi de 56, quel souvenir tu en as? Et ce qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'il n'en avait aucun, en fait. Alors, on peut évidemment interpréter ça en disant que c'était un homme qui, à l'époque, avait 29 ans, c'était pas son cœur d'intérêt, etc. Néanmoins, ça m'a frappée parce que l'impression que j'ai eue de cette espèce de vide, alors que
mon père, je ne sais pas pour lui jeter des fleurs, mais c'est quelqu'un qui, quand il a été député, a été extrêmement actif en fait et a été très présent à l'Assemblée. Il faisait partie du bureau d'âge. C'est quelqu'un qui n'était pas un député, on va dire, lointain. Donc, c'est quelqu'un qui potentiellement aurait dû voir passer. Et en 59 et en 56, évidemment, il est présent à l'Assemblée. Ce qui m'a frappé, c'est que j'ai mis ça en lien avec des choses qu'il avait souvent racontées. À savoir que l'ambivalence des positions au sein des communistes, elle ne s'est pas simplement exprimée auprès des militants par les militants de base, en fait. Les courriers que vous avez trouvés adressés à Thorez, c'était quelque chose qui était aussi présent dans les couloirs du comité central. Puisque à l'époque, donc mon père était lui côté député, il a appartenu au comité central à partir de 64. Mais concrètement, les gens disaient Vermersch, en gros, elle est pénible. L'étape suivante, c'est le bidet anti-marxiste. Donc, il y avait vraiment une position qui considérait que bon, c'était Jeannette Vermersch, donc par ricochet, c'était Maurice Thorez. Donc, c'était aussi le BP, le bureau politique du parti et des positions voilà, vraiment du sommet, mais qui n'étaient même clairement pas partagées à l'échelle du CC, du comité central. J'ai découvert, lorsqu'on a classé les archives de mon père, qui en a fait don aux archives départementales de la Corrèze. Donc pour l'instant, on en est à 140 cartons, mais il y en aura... Il ne les a pas mises à Bobigny, où sont les archives du Parti communiste. Mon père est à la fois un communiste absolument fidèle à ses convictions, mais c'est aussi un Corrézien absolument fidèle à la Corrèze. Et comme une grande partie de sa carrière politique s'est faite en Corrèze, ça a du sens que ces archives soient là. Oh, c'est bien. Et en fait, on est tombé, en classant les archives, sur un document lié aux écoles de formation, qui était un document de formation à l'éducation sexuelle. Alors, qui n'est pas totalement daté, mais a vu le nez quand même, à mon avis, date de la fin des années 50. Et il n'y a pas de prise de position. On n'est pas du tout dans du dogmatisme, en fait. On n'est pas du tout sur un discours qui dit il faut faire des enfants, il ne faut pas se poser la question, il faut faire plein de petits prolétaires pour la force du parti. On est sur un texte qui s'interroge sur la question du couple, la question du recours au mariage, la question des enfants, effectivement, dans le mariage, la question des mariages entre militants, en mettant finalement avec une vraie réflexion de fond, qui, à mon avis, appelle à peut-être... alors évidemment, il y aura toujours la position officielle, qui sera ensuite la consigne de vote à l'Assemblée, mais je pense qu'il y a, à mon avis, beaucoup plus à creuser sur le rapport des communistes à ces questions en général, y compris à une période où la position de Jeannette, entre guillemets, fait sur la place publique autorité. Voilà, c'était simplement un apport que je souhaitais faire. Ben écoutez, merci. Enfin, vous et j'ai oublié son prénom, Madame Virement, je connais, je pense, Chantal, voilà. Je pense que Claude doit être son mari, mais j'en suis pas sûre. Vraiment, merci, hein, merci pour ce témoignage. Je pense que vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que je crois qu'il y a la vieille garde du Parti communiste. C'est-à-dire, quand on regarde un peu l'histoire du Parti communiste, on s'aperçoit que tous ceux qui forment la direction du Parti communiste jusque, disons, à la moitié des années 60, sont ceux qui sont rentrés au Parti communiste en 1920, enfin, pratiquement, et qui ont 30 ou 40 ans, et qui sont, disons, pour aller très vite, un peu sclérosés. Donc, c'est eux, quand même, qui dominent. Ils ne sont plus en phase du tout avec la société. On le voit sur tous les domaines. Et il est probable que des députés plus jeunes, je suppose que votre père est rentré par la résistance. Oui, il est né en 27. Comment il est né en 27? Il est né en 27. Comment, voilà. La Corrèze, c'était quand même... donc, je suppose qu'il a été résistant, non? Tout à fait, FTP. Voilà, donc, c'est vraiment FTP. Donc, c'est vraiment une autre génération. Donc, vous avez probablement raison. Mais je reviens sur ce que j'ai dit en faisant l'éloge de Gisèle Halimi. Si on ne transpose pas dans le politique ce qu'a fait Gisèle Halimi avec Bobigny, ce qu'elle a fait sur le viol, c'est-à-dire si on n'a pas la stratégie qui permet de faire passer dans le politique, eh bien,
on n'aboutit pas beaucoup. Et je pense que quand même, dans la génération des députés, Jeannette a été députée, puis sénatrice, enfin de cette génération-là, elle a effectivement empêché, elle est largement responsable du décalage qui s'est creusé de plus en plus entre les aspirations de la société, notamment au niveau des mœurs, et le Parti communiste, qui ne les empêchait pas d'ailleurs d'avoir des tas d'histoires. C'était pas non plus des saints sur le plan des saints puritains dans leur vie privée. Hein. Voilà, mais vraiment, merci beaucoup. Hein, vous n'aviez jamais eu l'occasion d'avoir, quand vous aviez travaillé justement sur Jeannette Vermersch et Maurice Thorez, le contact à l'époque, alors elle est malheureusement décédée depuis, avec Claude Rabaté, la fille de Maria Rabaté. Non. Mais j'ai lu le livre qui a été écrit par, je pense que c'est leur fils. Non, je sais pas. Si vous voulez, c'est aussi une position. Ça nous mettrait dans un autre débat. Et, la question d'interroger les témoins et ce qu'on fait après du témoignage. Ah oui. C'est un problème extrêmement compliqué que vous connaissez bien. Que je connais bien, que je suis bien évidemment prête à aborder, mais qui nous mènerait trop loin. Donc, on a fait parfois la prudence veut qu'on s'abstienne. Ce qu'on a fait pour les époux Bach, alors que on avait réussi par les moyens modernes à localiser des enfants. Des enfants, enfin pas tous, mais voilà. Donc, on s'est abstenu en se disant que ça évitait quelques ennuis. C'est à la fois enrichissant et c'est compliqué. Mais ce n'est pas le sujet là. Merci. C'est nous qui vous remercions vraiment. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un d'autre? Alors, Madame Tuka, je vois que vous avez levé la main sur votre écran. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est Non, ce n'est pas une erreur. Bon, alors, nous vous écoutons. Bon, alors, une partie de ma question, donc c'était recoupe, c'est la question de Chantal Birman concernant la grand-mère. Bon, c'est qui m'intéresse beaucoup. Donc, ça, vous avez répondu. Et puis, il y avait une autre partie dans la question toujours de Chantal qui concernait les services sociaux, sur laquelle vous avez été un peu rapide, il me semble, enfin là, dans votre réponse. C'est exactement quelle a été la... J'ai aussi la mémoire qui flanche, hein, je ne sais plus trop ce que vous aviez dit sur l'intervention des assistantes sociales, notamment, il me semble, dans mes souvenirs de votre livre, que les assistantes sociales seraient intervenues au domicile, il me semble, je ne sais plus. Donc, quel ont été effectivement leur rôle, quelles mesures ont-elles prises ou pas prises? Et d'autre part, mais je ne sais pas si c'était vraiment le centre de vos préoccupations, ça serait de savoir quelle était un petit peu la position finalement des PMI et de tous ces services sociaux par rapport à cette question de la contraception, si vous avez une idée là-dessus. Voilà. Alors, bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Pour la question des assistantes sociales, les services sociaux ont été en effet mobilisés par les grands-mères, justement, surtout la belle-mère, puisque c'est l'épouse de son père, le père était divorcé, qui a vu qu'il y avait des problèmes avec les enfants et qui a essayé d'actionner les services sociaux. Alors, les services sociaux ont fait, pour ce qu'on a vu, à peu près leur travail, sauf que il y avait, j'ai oublié les chiffres, mais genre 10 assistantes sociales pour 200 familles, elles étaient submergées. Donc, elles faisaient les tournées, mais il n'y avait pas les moyens. Il y avait la question des vacances, donc il y avait manque de personnel. Les magistrats instructeurs ont chargé les services sociaux en disant que si les services sociaux avaient fait leur travail, peut-être la mort du bébé aurait été évitée. C'est possible. Mais au moins une fois, voire deux, l'assistante sociale dont le secteur dépendait
a voulu entrer chez les époux Bach et elles n'ont pas pu rentrer parce que tout simplement, on leur a dit, c'est le mari qui a dit « tout va bien, c'est pas la peine d'entrer ». Alors, une autre fois, c'est pas tout à fait exact la façon dont ça s'est passé, mais à peu près, l'assistante sociale est venue et les parents ont dit « oui, oui, le bébé est à côté ». Bref, exactement, est-ce que les services sociaux ont été défaillants ou ils ont été débordés? On ne sait pas exactement. En tout cas, ils ont pris en charge les choses. Alors, peut-être sans le résultat escompté, peut-être qu'ils n'ont pas été assez offensifs, mais ils ont été alertés, ils ont été mobilisés. Et après, les assistantes sociales se sont abritées devant le fait qu'elles n'avaient pas… on donne un chiffre au début du livre que j'ai oublié, mais combien il y avait d'assistantes sociales par rapport aux familles à visiter, elles ne pouvaient pas. C'était trop. Alors ça, c'était la première question. Et la deuxième question… La deuxième question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre et si vous y avez… C'était, est-ce que vous savez quel était l'état d'esprit général des services sociaux par rapport à la maternité, à la natalité, etc. Voilà. Alors, pour répondre au personnel des PMI, des médecins qui faisaient des vacations dans les PMI, je ne peux pas le dire exactement. En revanche, ce que nous pouvons dire, c'est où en étaient les médecins par rapport à la contraception. La plupart des médecins, en tout cas à la fin des années 40 et au début des années 50, et quand je dis la plupart, je peux aller plus loin, c'est la majorité des médecins ne voulaient pas être pris en défaut, et leur façon de prévenir leurs patientes, c'était de dire « faites attention ». Il y avait une hypocrisie totale qui était que c'était mieux de réguler les naissances, mais il n'y avait aucun même conseil, rien du tout, sauf « faites attention ». Et d'ailleurs, Marie-Andrée Lagroix-Weilaller raconte plusieurs cas de femmes à qui les médecins avaient dit « si vous avez une nouvelle grossesse, vous risquerez de mourir ». Ah oui, et je fais comment? Vous faites attention. C'est-à-dire qu'il y avait on peut dire une lâcheté, à part les militants de la cause nataliste et les catholiques presque intégristes ou tout à fait intégristes, mais les autres, c'était que cette loi de 1920, elle n'était peut-être pas bonne, en tout cas pour la santé d'une partie des femmes, mais on n'y touchait pas, c'était la loi. Pour ce qui est de l'avortement, et beaucoup allaient même plus loin. Faites attention, débrouillez-vous. Et du reste, pendant l'instruction, il y a un des médecins qui dit quand même vous ne pouviez pas faire attention. C'était ça l'expression, faire attention. Et le mari répond je croyais que je faisais attention, mais je n'ai pas dû faire attention comme il fallait. Bon, mais c'était vraiment… alors, je peux pas je te tutoie, je ne peux pas te oui, je ne pense pas que les médecins de la PMI étaient différents de l'ensemble des médecins. Alors, peut-être que ceux qui faisaient des vacations à la PMI, ils étaient un peu plus militants du point de vue de la santé publique, mais on ne voit pas qu'ils donnaient d'autres conseils. Ça répond? Oui, oui. Voilà. Merci. Alors, il y a Anne Hugon qui souhaitait poser une question. Anne, es-tu là? Oui, merci. Oui. Bonjour Annette et bonjour Daniel. J'étais ravie de vous entendre. Je voulais vous demander si on sait, alors vous l'avez peut-être évoqué, mais j'ai eu des problèmes de connexion, donc je ne vous ai pas prise au tout début de la conférence. Est-ce qu'on sait ce que sont devenus les enfants pendant le processus judiciaire? Oui. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Vas-y. Oui, on s'est posé cette question et finalement, et ça corrobore ce qu'on a dit sur cette famille qui était une vraie famille, enfin, les enfants ont été pris en charge
par des membres de la famille. Alors, placés en nourrice, mais avec des tutelles. Donc, à aucun moment, les enfants n'ont... Enfin, le contact a été perdu entre la famille et les enfants. Et la seule... Enfin, on a vu le processus quand Ginette est transférée de Fresnes à Haguenau, à la prison de Haguenau, elle demande à, je ne sais plus qui, c'est au juge d'application des peines, où elle dit, voilà, ma tante qui habite rue Championnet, ma tante machin chose, est prête à prendre la petite. Donc, les enfants ont été chacun sous la protection ou chez un des membres de la famille. Alors, qu'est-ce qui en a résulté après de cette histoire? C'est pas qu'on ne soit pas curieuse, hein, on adorerait que quelqu'un écrive la suite, mais ça serait plus un travail de journaliste, probablement plus culotté que nous le sommes l'une et l'autre, et ça serait pas inintéressant, parce que quand même, bon, quand vous passez un peu de temps avec des personnes, vous avez l'impression que vous les connaissez. Ils font partie de votre univers. D'ailleurs, c'est un grand plaisir de faire de l'histoire. Comme ça, on est seul. Moi, comme je dis, j'ai passé 5 ans avec Maurice et Jeannette. C'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus fun, mais c'est quand même, ça m'a peuplé. Donc, on est peuplé. Donc, on a été peuplé par tous ces personnages. Et ce qu'on ne fait jamais dans un livre, parce qu'on est des gens qui mettons à distance nos sentiments, c'est la sympathie ou l'antipathie. On a adoré Odile Fleury. On a été beaucoup plus mitigé à l'égard de Marie-André Lagroix-Veillalé. On a eu le sentiment quand même que c'était, on va parler un peu, une grande bourge, et qu'elle ne s'était pas réellement intéressée à Claude et Ginette, mais que ce qui l'avait intéressé, c'était le cas. Elle s'en est servie. Alors bon, hommage, hein, on est content qu'il y ait une rue, on est content qu'on se rappelle d'elle, vraiment on lui doit aussi beaucoup. Mais il y a eu ce sentiment. Et immédiatement, elle n'a plus parlé d'eux. Enfin, et même dans son... Elle était moins sur le fond, donc elle ne... Comment dire, dans ce qu'on a lu de son témoignage et de ses textes, il n'y a pas une empathie réelle pour ces gens qui appartiennent à un autre monde qui est totalement différent. Voilà, donc je ne sais pas si c'est une réponse. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci. Et merci pour l'ensemble. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Donc, moi, en attendant que quelqu'un éventuellement se manifeste, moi j'ai lu donc cette semaine en fait le livre et je voulais vraiment rejoindre les autres témoignages de lectrices parce que moi c'est pareil, je l'ai lu vraiment comme un roman policier et donc il y a toute cette première partie là hein, où on vous suit finalement dans votre recherche et dans votre enquête qui donne en plus je trouve une excellente idée sur la méthodologie. Alors peut-être qu'elle est atypique, je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir nous en parler, mais en tout cas c'est vraiment très très intéressant de voir comment on peut procéder, disons, pour construire cette recherche. Et puis donc ensuite, c'est vrai que toute la fin, il y a des tas de choses moi, qui m'ont interpellée, en particulier cette ambiguïté dont vous avez parlé déjà, cette ambiguïté des médecins. Alors je repense à ce fameux cardiologue, là, dans d'autres exemples que vous preniez, ce fameux cardiologue qui déconseille fortement à une jeune femme d'avoir une grossesse sous peine de décès, et puis qui lui dit faites attention. Et donc à une première grossesse, une seconde grossesse, faites attention, n'en faites pas une troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle meure. Et avec cette espèce oui, c'est ça, non seulement d'ambiguïté, mais je trouve plus le mot.
C'est beaucoup d'hypocrisie. Voilà, c'est ça que je cherchais, avec cette hypocrisie qui est incroyable. Et vous citez plusieurs cas, et donc cette illustration que je trouve absolument terrifiante finalement. Alors, pour vous répondre sur notre journal d'enquête, on l'a fait parce que ça nous a beaucoup amusés, mais on avait aussi une visée militante. Et que c'était au moment, quand on faisait le livre, c'était au moment où dans les universités, on pressait les étudiants pour faire les thèses en 3 ans, se dépêcher, que ça soit efficace. Et on voulait montrer que le temps d'histoire était long et qu'il fallait qu'on prenne le temps. Et que nous, ça nous était égal parce qu'on avait une thèse derrière nous et qu'on pouvait se payer le luxe d'attendre 6 mois, 1 an qu'on retrouve notre dossier. Et on voulait alerter, comment on va dire, les autorités universitaires pour leur rappeler que le temps de l'histoire était long. Bon, après, ça nous a amusé de faire ce journal parce qu'on a accumulé les déboires, les attentes. C'était drôle. Bien, merci. Eliane a levé la main. Nous t'écoutons, Eliane. Désolée, je n'arrive pas à écrire dans le chat. D'abord, je voudrais vraiment remercier les intervenantes. Vraiment, pour moi, c'est passionnant. Et que ça a fait beaucoup d'écho pour moi, autant à mon histoire personnelle, d'être de famille nombreuse, d'une mère qui a eu la polio, voilà, donc qui s'est retrouvée en situation de handicap avec beaucoup de jeunes enfants. Et aussi un écho d'une famille communiste, donc avec ces problématiques, ces discussions sur la contraception dans le milieu communiste, ouvrier, et aussi des échos du travail où j'ai souvenir d'une patiente avec je suis sage-femme, avec un handicap important et qui avait très peur des services sociaux. Enfin, son obsession était qu'on lui retire son enfant, elle avait très peur, et qui a réussi, donc c'est pas très très ancien, hein, peut-être maximum 15 ans, 10-15 ans, en fait a réussi quand même à échapper aux services sociaux et son enfant est décédé au moment où il était impossible pour elle de le sortir du lit. Elle avait un handicap assez important, cette femme, et en fait son enfant ne peut plus le sortir de son lit à 8 mois, il est trop lourd et il est décédé dans les mêmes conditions que cet enfant des Époubac. Donc voilà, ça m'a beaucoup aussi touchée dans des questionnements personnels et professionnels, en plus du politique et sociétal. Vraiment, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Et on est content de faire des livres qui plaisent. Voilà. Vous nous comblez en disant ça. Ah non, vraiment, merci beaucoup. Et c'est vraiment dommage qu'on soit en Zoom. Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est déjà ça. On en vient à être extrêmement modeste dans nos prétentions. Alors, y a-t-il… Oui, Marie-France. Il y a Paul aussi. Je voudrais intervenir à propos de l'accouchement sans douleur. Parce que ces années 50 sont des grandes années du développement de la fameuse méthode psychoprophylactique avec un rôle non négligeable du Parti communiste et des syndicats, des journaux autour du parti. Et donc, je voulais savoir comment Ginette avait accouché, si vous le savez. Enfin, comment est-ce qu'elle est allée dans un endroit où on accouchait avec la méthode? Sinon, est-ce qu'il y a un lien entre les partisans de l'accouchement sans douleur et les revendications autour de la contraception? Tu réponds? Alors, Benjamin Veillalé, je vous ai dit qu'il était compagnon de route du Parti communiste. Comment? Comme la MAZ. Comme la MAZ, voilà. Et il fait partie de la fameuse délégation avec la MAZ qui va en Union soviétique et qui tombe, enfin c'est le cas de la MAZ, raide amoureux de l'accouchement sans douleur. Voilà, donc il y a quand même ce lien. Pour Ginette, je dirais que non, très spontanément. Mais l'accouchement sans douleur, moi je me souviens de quand on a préparé la Maison des Métallos à sa réouverture.
à l'époque, j'habitais pas loin. Il y a eu pas une exposition, mais ils ont mis des grandes affiches où les femmes racontaient leur accouchement sans douleur. C'est la maison des métallos de la rue Jean-Pierre Timbaud. Puisque la clinique, les Bluets, c'était la clinique dite des métallos, donc il y avait quand même ce lien. Et je crois que l'accouchement sans douleur, ça a aussi servi un peu de façade qui a permis au Parti communiste d'avoir ses positions sur la contraception. Aux dirigeants, hein, parce que j'ai bien entendu la remarque tout à fait pertinente que le Parti communiste n'était pas tout d'un bloc derrière ces questions qui n'intéressaient pas forcément d'ailleurs tous les communistes. Voilà sur la question de l'accouchement sans douleur. Il y a un très bon livre qui est paru sur... je pourrais presque aller le chercher. Bah, tu peux aller le chercher. Je vais le chercher sur l'accouchement sans douleur. Oui. Sur la... En tout cas, Marie-France, pour répondre à la deuxième partie de ta question, ce qu'on sait des accouchements de Ginette, c'est qu'elle a accouché les 4 premières fois à Bichat, au moins 3 fois, mais je crois les 4 fois elle était à Bichat. Et pour ce que j'en sais, mais il faudrait vérifier, à la maternité de Bichat, on ne pratiquait pas l'accouchement sans douleur, je crois. Et ça m'étonnerait qu'à Fresnes, quand elle a accouché donc de Claudine, la 5e enfant, ça m'étonnerait qu'il y ait l'accouchement sans douleur. Mais il faudrait vérifier, je ne sais pas. Tu ne le trouves pas? Bon, tant pis. Non, mais nous le connaissons, le livre. Oui, on avait reçu Jocelyne Georges. Et, voilà, oui. Des gens qui ont été à la Société Histoire de la Naissance au moment où ils écrivaient ce livre. Donc, ça me fait pas au courant. Je crois que 2 personnes, alors il y avait Paul, je crois, et quelqu'un d'autre, me semble-t-il, qui voulait Francine. Intervenir. Francine. Et Francine, d'accord. Paul, alors, peut-être? Oui. D'une part, je confirme ce qui a été dit par Eliane, c'est-à-dire la crainte des services sociaux par les milieux populaires. L'idée qu'en définitive, les services sociaux, c'était des agents de la police qui menaçaient très simplement de saisir les enfants. Voilà. Bon, c'est une idée que je connais personnellement dans ma pratique professionnelle, que j'ai connue. Voilà. Alors, deuxièmement, en ce qui concerne les lésions du plexus brachial, c'est comme ça qu'on appelle ça, qui sont liées aux conditions même de l'accouchement et qui entraînent cette paralysie du bras droit que présentait Ginette, si j'ai bien compris, elle-même. Il faut considérer que c'est une lésion qui est grave, préoccupante, très préoccupante, et qui rend très difficile la prise en charge d'un bébé. Alors elle est préoccupante pour 2 raisons. D'une part, la préoccupation que l'accident ne se renouvelle pour les enfants qui arrivent, et elle est préoccupante parce que c'est particulièrement difficile d'être paralysé du bras droit et de s'occuper de 3 enfants, on en était là, ou 4. Voilà pour les questions d'ordre général. Alors maintenant, une question assez précise, c'est-à-dire l'accident est signalé par le médecin qui ne fait pas de certificat d'inhumation. Or, des bébés qui naissent à domicile, alors ce n'est pas le cas, hein, mais qui meurent à domicile, c'est assez fréquent à cette époque et ça ne fait pas nécessairement l'objet d'une déclaration. Alors, bien sûr que les conditions apparaissaient à un médecin particulièrement sordides, telles que vous les avez décrites d'ailleurs, très simplement, et qu'on peut comprendre que finalement il y avait un lien de cause à effet entre les conditions de vie de cette femme qui s'abandonnait purement simplement. Hein. L'état de désolation dans lequel vous la décrivez explique très simplement cet abandon d'enfant et le fait qu'elle ne s'en soit pas beaucoup occupée. C'est absolument évident. Mais ma question précise est, est-ce que finalement les signalements par les médecins lorsqu'ils constataient
un décès à domicile d'enfants, on parle, entraînait fréquemment une demande d'enquête policière. Voilà, ça c'est une question assez précise et je n'ai pas connaissance de cette donnée qui n'existe peut-être pas d'ailleurs, qui n'est peut-être pas accessible. Et puis enfin, je dirais juste un mot à propos du Parti communiste dont vous avez largement parlé, pour finalement vous en remercier, parce que c'est un hommage que vous rendez au Parti communiste, regrettant, et vous pensez vraisemblablement que c'était son devoir, qu'il ne l'ait pas fait correctement. Merci. Je réponds au médecin légiste. Oui, tu peux répondre. Oui, alors, en effet, les médecins qui donnaient le permis d'inhumer, en général, le donnent. Pour qu'il y ait refus de permis d'inhumer, il fallait vraiment que le corps pour lequel ce médecin avait été appelé ait semblé hors norme. C'est-à-dire, ce n'est pas mort subite du nourrisson, ce n'est pas une forte fièvre, c'était vraiment un corps décharné, couvert de pustules. Enfin, ça semble normal qu'il ait refusé le permis, vu l'état du corps. Je ne sais pas si ça vous convainc, mais je ne sais pas. Alors, on n'entend plus. Paul, oui. Pardon. Tu avais quelque chose à ajouter, Paul? Non, je voulais dire très simplement que, pour être médecin moi-même et gynécologue et accoucheur, je connais bien des situations qui ont été de cet ordre, voilà, et qui n'étaient pas toujours déclarées. Voilà ce que je veux dire. Et j'aurais aimé savoir, mais vous semblez ignorer cette donnée, je veux dire que ce que je comprends fort bien, c'est-à-dire l'importance des déclarations par des médecins lorsqu'ils constataient un décès à domicile de ces déclarations. Alors vous me direz, sur la totalité des enfants morts à domicile, voilà, mais on peut connaître au moins cet élément. Et je ne le connais pas et je ne l'ai jamais retrouvé. Mais vous avez raison, peut-être qu'on aurait dû... il y aurait eu un moyen de répondre à cette question que nous ne nous sommes pas posés. Hein. Merci de la poser. Ça aurait été effectivement d'aller regarder les morts d'enfants à domicile en regardant les décès, puisqu'on a accès au certificat, enfin, on a accès librement au certificat de décès. Hein. C'est pas soumis à dérogation. Mais d'une part, on n'y a pas pensé. D'autre part, ça aurait été quand même beaucoup de travail dans une sorte de pêche à la ligne. Mais si quelqu'un voulait faire un travail de ce type, c'est quelque chose qui serait possible, oui. Ce qui serait très possible, il suffirait d'aller regarder pour une année ou 2 années l'ensemble des registres de décès d'une localité, en l'occurrence ici Saint-Ouen, et voilà, et de voir ceux qui ont été l'objet de plaintes ou pas. Francine, je crois, avait une question à poser. C'est pas vraiment une question. D'abord, merci bien sûr pour toute cette séance qui est passionnante. Je voulais seulement faire un commentaire et je viens avec votre éclairage concernant la position du Parti communiste, je viens de comprendre vraiment, moi j'ai toujours été frappée de voir la rapidité avec laquelle les séances d'accouchement sans douleur avaient été promues et remboursées par la sécurité sociale à l'époque. Voilà, c'est ça. Donc maintenant je comprends mieux cette association qu'il y a eu entre les catholiques fervents et les communistes pour cette démarche-là. Et puis, je voulais aussi entériner ce que Béatrice Jacques a dit par rapport aux services sociaux et ce que Paul vient de dire. Je veux dire, cette crainte des services sociaux, elle existe toujours actuellement et on a beaucoup de mal souvent à pouvoir
mettre en route une situation d'aide, parce qu'il y a quand même encore un état d'esprit très policé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, et encore une fois, un grand merci. Je précise que l'intervention de Béatrice Jacques est sur le chat. Voilà. Nathalie souhaitait intervenir. Nathalie. C'était dans la continuité de ce qu'évoquait Paul il y a quelques instants. Alors, c'est quelque chose que je maîtrise bien pour le 19e et le début du 20e, mais je ne sais pas si ça existe toujours après-guerre. Il existe à Paris jusqu'aux années, au moins jusqu'aux années 1910-1920, ce qu'on appelle des médecins des morts. Ces médecins fonctionnaires qui ont pour rôle d'aller vérifier la cause de décès et d'aller en fait établir le certificat de décès. Et ils ont un rôle, effectivement, ce sont des médecins fonctionnaires. Et à la fin du 19e, au début du 20e siècle, on a beaucoup recours à eux pour l'évaluation de l'âge des fœtus dans les cas de fausses couches, puisqu'il y a obligation de déclaration des fausses couches de 6 semaines de grossesse à 4 mois révolus. Et en théorie, ça devrait être à 5 mois, puisque après la question du statut d'enfant mort-né et l'obligation de sépulture intervient après 6 mois de grossesse. Mais je me demandais justement si, après-guerre, il y a encore ce type de médecin qui joue ce rôle particulier, qui ne serait pas celui dévolu au médecin de famille qu'on appelle pour faire la vérification, mais s'il y a un autre médecin extérieur qui vient faire cette vérification, qui lui, éventuellement, on va dire, serait plus spécialisé dans le fait de dire j'autorise l'inhumation ou pas. Alors, à ma connaissance, ces 10 médecins des morts, ça s'arrête dans les années 1920. Oui, mais en fait, j'en sais rien. C'est comme ça une idée, j'ai dû le voir passer, mais il faudrait vérifier. En tout cas, après la Deuxième Guerre, c'est pas un fonctionnaire, c'est le médecin de famille ou le médecin qu'on appelle. D'accord, oui. Peut-être moins d'inquiétude. Oui. Oui, je dis, il y a peut-être moins d'inquiétude sur la question de la reconnaissance des signes de la mort. Il y a peut-être une forme d'apaisement qui intervient aussi dans ces périodes-là, qui fait qu'on n'a plus besoin. Oui. Alors, je sais que dans les années 20, ils existent encore en région parisienne, puisque Catherine Rollet avait retrouvé à Neuilly des registres d'enregistrement de fausses couches, justement. Oui. Preuve que ça s'était un peu développé autour. Et a priori, c'était mené justement par ces médecins-là. Mais il faudrait vérifier. On va essayer de continuer nos recherches avec Vincent Gourdon pour trouver la réponse. Merci en tout cas donc, pour l'après-guerre. Bien, écoutez, il est midi passé, donc on va peut-être clore cette séance. Merci infiniment. C'était vraiment, vraiment passionnant et donc je pense qu'on a suscité l'envie de lire votre ouvrage qui est vraiment, je le redis, un vrai bonheur, même s'il est dur à lire parce que c'est quand même pas drôle du tout, mais c'est éminemment. Alors, autant quand on est chercheur, je pense, en sciences sociales, que quand on est sage-femme ou soignant dans l'ensemble, parce que vraiment, c'est à la fois riche, donc comme je vous disais, dans la méthodologie et aussi dans tout ce que vous apportez comme questionnement dans la deuxième partie du livre, mais aussi tout ce qui est de la sémiologie, de la dépression. Je trouve que ça pourrait être pris comme exemple parce que c'est vraiment d'une limpidité quand on lit. On a vraiment beaucoup d'indications. Donc vraiment, merci beaucoup à vous. Et puis, eh bien, écoutez, bonne lecture à tout le monde et puis à très bientôt pour nos prochaines réunions. Merci encore. Marie-France, merci parce que toute la partie de vos questions, vos témoignages, c'était aussi pour nous très passionnant. Voilà, donc merci.